Bonsoir et bienvenue sur Traces perdues. Ce soir, nous n'allons pas simplement raconter une histoire. Nous allons disséquer une énigme, une affaire qui a captivé et divisé la France entière, un drame moderne qui pose des questions fondamentales sur notre système judiciaire, sur l'influence des médias et sur la nature même de la vérité. C'est l'histoire de la disparition de Delphine Jubilard. Nous sommes à Cagnac-les-Mines, une petite commune du Tarn. Autrefois cœur battant de l'industrie minière, aujourd'hui une bourgade tranquille où tout le monde se connaît. C'est dans ce décor presque anodin que dans la nuit glaciale du 15 au 16 décembre 2020, une infirmière et mère de famille de 33 ans s'est volatilisée. Aucune trace, aucun corps, aucune scène de crime évidente. Juste un vide assourdissant. Dès les premières heures, l'affaire Jubilard s'est construite sur un paradoxe terrible, une accusation d'homicide volontaire sans la preuve ultime, le corps de la victime. Face à ce vide, la justice a dû tisser une toile, un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui, selon l'accusation, ne pointent que dans une seule direction, vers son mari, Cédric Jubilard. De l'autre côté, une défense qui martèle l'absence de preuves matérielles, la fragilité d'un dossier purement circonstanciel et le déni constant de son client. Ce qui rend cette affaire si particulière, c'est le troisième acteur qui s'est invité dans le prétoire, l'opinion publique. Alimenté par une couverture médiatique sans précédent, un véritable procès médiatique s'est déroulé en parallèle de l'enquête officielle, désignant très tôt un coupable idéal. La présomption d'innocence a-t-elle résisté à ce tsunami ? Un homme peut-il être condamné sur la base de la conviction intime lorsque le doute semble s'infiltrer dans chaque recoin du dossier ? Au cours de cette enquête approfondie, nous allons explorer chaque détail, chaque témoignage, chaque expertise. Nous analyserons les profils psychologiques de Delphine et Cédric, nous plongerons dans les méandres de l'enquête et nous décrypterons la bataille judiciaire acharnée qui se prépare. Car au-delà du sort d'un homme, l'affaire Jubilard est devenue le symbole des défis auxquels la justice du XXIe siècle est confrontée. Si vous êtes prêts à chercher la vérité avec nous, au-delà des titres et des certitudes, alors restez sur Traces perdues. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car chaque indice compte. Pour comprendre le drame, il faut d'abord comprendre la femme au centre de celui-ci. Delphine Ossaguel, devenue Jubilard, n'était pas une ombre. C'était une femme de 33 ans, décrite par tous comme lumineuse, pleine de vie. Infirmière de nuit à la clinique Claude Bernard d'Albi, elle était profondément dévouée à son métier, un travail exigeant qui demande une force de caractère et une empathie considérable. Mais plus que tout, Delphine était une mère fusionnelle avec ses deux enfants, Louis 6 ans et Elia, 18 mois au moment des faits. Ses amis, sa famille, ses collègues sont unanimes. L'idée qu'elle ait pu abandonner ses enfants de son plein gré est tout simplement inconcevable. Ce portrait d'une mère aimante est une pierre angulaire du dossier de l'accusation, un rempart contre les thèses de la fugue ou du suicide. Pour eux, son départ n'a pu être que forcé. Mariée à Cédric Jubilard depuis 2013, la façade de la vie de famille cachait cependant des fissures profondes. L'été 2020 marque un tournant. Delphine annonce à Cédric son intention de divorcer. Officiellement, devant les avocats, la procédure semble se diriger vers un consentement mutuel. Mais en privé, l'atmosphère est électrique. La maison de Cagnac-les-Mines, qui aurait dû être un sanctuaire familial, devient le théâtre de tensions et de disputes quotidiennes. Cédric vit très mal cette séparation imminente, qui représente pour lui un échec personnel et une perte de contrôle. La situation financière du couple, déjà précaire, ajoute de l'huile sur le feu. Chaque dépense devient un sujet de discorde.
Et la perspective de devoir diviser les biens et gérer les coûts d'une séparation pèse lourdement sur l'ambiance. Dans ce contexte étouffant, Delphine cherche une bouffée d'oxygène. Elle la trouve en la personne d'un homme rencontré sur une application, un musicien de Montauban que les médias appelleront le confident. Leur relation, d'abord virtuelle, devient rapidement sérieuse. Ils échangent des milliers de messages, partagent leurs espoirs et leurs rêves. Ils font des projets concrets pour une vie commune. Delphine a déjà trouvé un appartement et s'apprête à tourner la page. Cet homme, rapidement identifié par les enquêteurs, disposait d'un alibi en béton pour la nuit de la disparition et a été mis hors de cause. Mais l'existence de cette relation est capitale. Elle prouve que Delphine avait un avenir, un plan, une raison de vivre. Le soir du 15 décembre, quelques heures avant de disparaître, elle lui envoie une dernière photo, un selfie où elle apparaît en chemise de nuit, prête à dormir. Un détail anodin en apparence, mais qui deviendra une pièce à conviction. Cette chemise de nuit, elle sera retrouvée plus tard dans le panier à linge sale. Un vêtement pour l'intérieur qui contredit l'idée d'une sortie nocturne pour promener les chiens dans le froid glacial de décembre. Face à Delphine, il y a Cédric. Artisan peintre plaquiste, âgé de 34 ans, il est décrit par l'enquête comme un homme à la personnalité complexe. Sans permis de conduire, dépendant de sa femme pour de nombreux déplacements, il est présenté comme financièrement instable, peinant à faire prospérer son entreprise. Cette dépendance, à la fois logistique et économique, aurait exacerbé son sentiment de perte face à la décision de Delphine. L'enquête de personnalité révèle un homme immature, parfois colérique et surtout possessif. La découverte de la liaison de Delphine a agi comme un détonateur. Loin d'être dupe, Cédric surveillait activement son épouse. En épluchant les relevés de cartes bancaires, il découvre les preuves de cette nouvelle vie qu'elle construit sans lui, des achats de lingerie, des réservations d'hôtels. Il se sent trahi, humilié. Plusieurs témoins, des proches du couple, rapporteront aux enquêteurs des propos glaçants tenus par Cédric dans les semaines précédant le drame. Des menaces de mort, lancées sur le ton de la colère ou de la mauvaise plaisanterie, mais qui résonnent aujourd'hui d'un écho sinistre. « Je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera », aurait-il confié à sa propre mère. Des mots qui, une fois la disparition actée, deviennent des indices accablants. La version de Cédric Jubilard, celle qu'il livre aux gendarmes le 16 décembre à 4h09 du matin, est le point de départ de toute l'enquête. Il explique avoir été réveillé vers 4h par les pleurs de sa fille. Constatant l'absence de Delphine, il aurait alors alerté les secours. Selon lui, elle serait sortie vers 23h pour promener leurs deux chiens, vêtus d'une doudoune blanche et emportant son téléphone portable. Les chiens, dit-il, seraient rentrés seuls à la maison, le réveillant une première fois. Ce récit, simple en apparence, est un château de cartes que l'accusation va s'employer à faire tomber, pièce par pièce, en le confrontant aux incohérences, aux expertises techniques et aux témoignages. Chaque détail de cette version sera scruté, analysé, contesté, devenant le cœur de la bataille judiciaire à venir. En l'absence de corps, d'aveu ou d'armes du crime, le dossier de l'accusation repose entièrement sur ce que le droit français nomme un faisceau d'indices graves, précis et concordants. C'est une mosaïque de petits faits, de coïncidences troublantes et de témoignages qui, pris isolément, pourraient être anodins, mais qui, assemblés, dessinent selon les magistrats le portrait d'un coupable. Les cris. L'un des indices les plus forts et les plus débattus. Vers 23h07, deux voisines, habitant à des endroits différents du quartier, entendent des cris. Pas n'importe quels cris. Elles décrivent des hurlements de femmes, stridents, effroyables, de terreur. L'une d'elles, regardant la télévision, situe précisément l'heure grâce à une coupure publicitaire. Pour l'accusation, ces cris sont ceux de Delphine au moment où elle est agressée mortellement par Cédric. La défense, elle, balaie cet argument. Rien ne prouve que les cris provenaient de la maison des Jubilard. Dans un quartier résidentiel, un cri peut avoir de multiples origines. De plus, les témoignages varient légèrement sur la nature et la durée des sons entendus. Mais pour le jury, l'image d'une femme hurlant à la mort dans la nuit restera une image mentale puissante.
Le témoignage du fils. L'audition du petit Louis, 6 ans, est un moment clé et déchirant de l'enquête. D'abord, il ne dit rien de particulier. Mais lors d'une seconde audition, filmée et menée par des spécialistes, l'enfant se livre. Il décrit une dispute violente entre ses parents ce soir-là, utilisant des mots d'enfant pour raconter la colère de son père. Ce témoignage est une bombe, mais il est aussi fragile. La défense souligne le jeune âge du témoin, sa suggestibilité potentielle après des semaines de battage médiatique et la différence avec sa première déclaration. Le témoignage d'un enfant est une matière juridique délicate, puissante émotionnellement, mais complexe à utiliser comme preuve irréfutable. La machine à laver. Lorsque les premiers gendarmes arrivent au domicile des Jubillards au petit matin, l'un d'eux remarque un détail. La couette du lit où dormait Delphine est en train d'être lavée dans la machine. Cédric est à côté. Pour les enquêteurs, le geste est suspect. Est-ce une tentative maladroite de faire disparaître des traces, du sang, de l'ADN ? Cédric a une explication. Il prétend que les chiens, en rentrant, ont sali la couette avec de la boue. Une expertise ultérieure de l'eau de la machine ne révélera aucune trace de sang. Une photo prise plus tard montrera même que la machine n'était pas en marche. L'indice semble s'effondrer, mais le doute initial persiste. Le podomètre et la voiture. L'analyse du téléphone de Cédric révèle qu'il n'a fait que 40 pas entre le moment où il prétend avoir constaté la disparition et son appel aux gendarmes. Une recherche dérisoire pour l'accusation, le signe d'un homme qui n'est pas inquiet car il sait déjà où est sa femme. Autre élément troublant, la voiture de Delphine. Habituellement garée en marche avant, prête à partir, elle est retrouvée ce matin-là garée en marche arrière, près du mur. De la buée est présente sur les vitres, suggérant une présence humaine récente. Pour les enquêteurs, Cédric aurait déplacé le véhicule, peut-être pour charger le corps de Delphine à l'abri des regards. La défense rétorque que le nombre de pas est contestable et que la façon de garer une voiture ne constitue pas une preuve de meurtre. Les lunettes cassées. Retrouvées sous le canapé, les lunettes de Delphine sont cassées. Une branche est détachée. Est-ce la preuve d'une lutte violente ? Une expertise ADN est menée. Elle ne révèle que l'ADN de Delphine et de Cédric. Pour l'accusation, c'est la confirmation qu'aucun d'entre eux n'était présent. Pour la défense, c'est la preuve de rien. Dans une maison familiale, l'ADN du couple est partout. Et les enfants auraient pu aussi les toucher. Chacun de ces indices est une bataille en soi. L'accusation les présente comme les pièces d'un puzzle cohérent. La défense s'acharne à démontrer que chaque pièce est défectueuse, insuffisante pour justifier une condamnation qui représente un coût humain et social immense. Nous sommes au cœur de la complexité de l'affaire Jubilard, là où chaque détail peut être interprété de 1000 manières. Le travail des enquêteurs est un véritable casse-tête, où l'absence de preuves directes les force à investir un temps et des ressources considérables pour valider chaque hypothèse. Si cette plongée dans les arcanes des enquêtes criminelles vous passionne, et si vous voulez comprendre comment la justice tente de reconstituer la vérité à partir de fragments, soutenez Traces perdues en laissant un pouce bleu sous cette vidéo. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à produire ces documentaires approfondis. Dans notre monde hyper connecté, une disparition laisse forcément des traces numériques. Le téléphone de Delphine est au centre de toutes les attentions. Il a disparu avec elle. L'analyse des données de géolocalisation montre qu'il a borné pour la dernière fois le 16 décembre à 7h48, activant une antenne relais qui couvre une zone de plusieurs kilomètres autour de Cagnac-les-Mines. Mais surtout, il a été activé en ligne à 1h33, puis de nouveau à 6h52 du matin, où un message a été envoyé depuis son compte Facebook. Un message vide, énigmatique. Qui a activé ce téléphone ? Cédric, pour brouiller les pistes ? Un tiers ? Ou est-ce un simple bug technique, comme le suggèrent les enquêteurs, lié à leur propre tentative de connexion ? Le mystère reste entier. Le téléphone de Cédric, lui aussi, a parlé. Il est resté éteint ou en mode avion pendant une grande partie de la nuit, un comportement inhabituel pour cet utilisateur compulsif des réseaux sociaux.
L'exploitation de son historique de localisation Google, obtenu après une longue bataille judiciaire, n'a pas permis de le localiser formellement, en dehors de son domicile cette nuit-là, mais des zones d'ombre subsistent. Dès l'annonce de la disparition, des moyens colossaux sont déployés. Des centaines de gendarmes, des militaires, des plongeurs, des spéléologues, des hélicoptères, des drones thermiques. Le Tarn est passé au peigne fin. Des battues citoyennes rassemblant des milliers de volontaires sont organisées, témoignant de l'émotion immense suscitée par l'affaire. Mais rien. Pas un vêtement, pas un sac, pas le moindre indice matériel. Le terrain, avec ses anciennes mines, ses forêts denses et ses lacs, est un véritable cauchemar pour les chercheurs. Le coût financier de ces recherches est astronomique, un investissement massif de l'État pour tenter de retrouver une trace de la jeune femme. Les enquêteurs écartent rapidement plusieurs hypothèses. La thèse de la fugue volontaire ne tient pas. Delphine était une mère trop dévouée et elle avait des plans précis pour un avenir heureux. Elle est partie sans sa voiture, sans ses papiers, sans argent. La thèse du suicide est également jugée peu probable, en l'absence de tendances dépressives connues et au vu de ses projets. Reste la mauvaise rencontre ou l'enlèvement par un tiers. Mais là encore, les indices manquent. Aucune trace d'effraction dans la maison. Aucun ADN inconnu sur les lunettes cassées. La piste d'un mystérieux rôdeur ou d'une voiture blanche évoquée par certains témoignages ne mène nulle part. En éliminant méthodiquement toutes les autres possibilités, les enquêteurs créent ce qu'ils appellent une logique d'entonnoir. Si ce n'est pas une fugue, ni un suicide, ni un enlèvement, alors que reste-t-il ? Pour eux, la seule hypothèse qui résiste à l'analyse est celle du meurtre par le conjoint. C'est une stratégie redoutable, car elle renverse la charge de la preuve. La question n'est plus « prouvez-nous qu'il est coupable », mais « si ce n'est pas lui, alors qui et comment ?» La défense se retrouve face à un mur, contrainte non seulement de critiquer le dossier d'accusation, mais aussi de proposer une alternative crédible que les enquêteurs n'auraient pas déjà explorée et écartée. L'affaire Jubilard est un cas d'école de l'évolution d'une procédure judiciaire. Elle commence le 16 décembre 2020 par une simple disparition inquiétante. Mais très vite, le parquet de Toulouse sent que l'affaire est plus sombre. Le 23 décembre, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. Ce n'est que 6 mois plus tard, le 18 juin 2021, après des mois d'écoute, de filature et d'analyse, que le dossier bascule. Cédric Jubilard est mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide volontaire par conjoint. C'est un tournant majeur. L'État investit désormais toute sa force pour prouver la culpabilité de cet homme qui clame son innocence depuis le premier jour. Depuis juin 2021, Cédric Jubilard est incarcéré à la maison d'arrêt de Cesse, près de Toulouse. Commence alors une véritable guerre d'usure judiciaire. Ses avocats, maître Jean-Baptiste Allary, Emmanuel Franck et Alexandre Martin, déposent de multiples demandes de remise en liberté. Toutes sont rejetées. La justice estime que les risques de pression sur les témoins, de concertation frauduleuse ou de destruction de preuves sont trop élevés. L'un des rejets est particulièrement médiatisé. Une connaissance avait proposé d'héberger Cédric, mais une enquête sociale révèle que le logement est insalubre et totalement inadapté. Chaque refus est une victoire pour l'accusation et un coup dur pour la défense, qui dénonce un acharnement et une détention basée sur des fantasmes plutôt que sur des faits. Cette détention provisoire, exceptionnellement longue, a un coût psychologique et financier considérable pour l'accusé et sa famille. Et elle pèse lourdement sur l'image publique de Cédric Jubilard, qui apparaît déjà comme condamné avant même son procès. Alors que l'instruction semble toucher à sa fin, une nouvelle déflagration secoue l'affaire. Une femme, Séverine L., qui a entretenu une brève relation avec Cédric après la disparition de Delphine, se présente aux enquêteurs. Mais c'est d'abord dans la presse, via le journal Le Parisien, qu'elle livre son témoignage explosif. Elle affirme que Cédric lui aurait avoué le meurtre lors d'une conversation en prison. Il lui aurait dit
Je l'ai tué. Je l'ai enterré près d'une ferme qui a brûlé. Cette confession est une aubaine pour l'accusation, mais un cauchemar pour la défense. Juridiquement, ces propos rapportés ne sont pas des aveux formels, ce sont des confidences dont la valeur probante est bien moindre. La défense crie à la manipulation. Qui est cette femme? Est-elle crédible? Cherche-t-elle la célébrité, un gain financier en vendant son histoire aux médias? Ses motivations sont disséquées, sa personnalité analysée. Elle est décrite comme fragile, influençable. Le fait que ces révélations aient été faites d'abord à un journaliste avant les magistrats jette un voile de suspicion sur la démarche. Pourtant, le mal est fait. Dans l'esprit du public, Cédric Jubilard a avoué. Cette révélation tardive relance l'enquête, nécessite de nouvelles vérifications, de nouvelles fouilles près de la fameuse ferme, retardant encore le procès et ajoutant une couche de complexité et de drame à un dossier déjà surchargé. Le 21 novembre 2023, les juges d'instruction rendent leur ordonnance. Cédric Jubilard est renvoyé devant la cour d'assises du Tarn pour y être jugé pour le meurtre de sa femme. Le procès, prévu pour fin 2024 ou début 2025, s'annonce comme l'un des plus suivis de la décennie. Il sera l'apogée de cette bataille acharnée. D'un côté, l'avocat général devra convaincre un jury populaire composé de citoyens ordinaires que le faisceau d'indices est suffisamment dense et cohérent pour emporter leur intime conviction. Il devra leur demander de dépasser l'absence de preuves matérielles et de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l'accusé. De l'autre, la défense aura la lourde tâche de déconstruire un par un chaque indice. Ils plaideront le doute, ils mettront en avant les failles de l'enquête, les pistes négligées, les incohérences. Ils dépeindront leur client non pas comme un monstre manipulateur, mais comme la victime d'une erreur judiciaire, un homme broyé par une machine médiatique et judiciaire qui l'a condamné avant de l'avoir jugé. Le verdict reposera entièrement sur la capacité des jurés à résister à la pression, à analyser froidement les faits et à appliquer l'un des principes les plus fondamentaux de notre droit: le doute doit profiter à l'accusé. L'affaire Jubilard n'a pas seulement eu lieu dans les bureaux des juges et les salles d'interrogatoire. Elle s'est déroulée, jour après jour, à la une des journaux, sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux. Dès les premiers jours, Cédric Jubilard a été dépeint comme le coupable idéal. Son attitude, jugée détachée, son calme apparent, ses déclarations parfois maladroites ont été interprétées comme des signes de culpabilité. Les médias, en quête d'une histoire simple et captivante, ont rapidement adopté ce narratif. Pour les avocats de la défense, ce procès médiatique a eu des conséquences dévastatrices. Il a, selon eux, anéanti la présomption d'innocence. Ce principe cardinal qui veut que tout accusé soit considéré comme innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée. Comment un jury populaire peut-il aborder un tel procès avec un esprit neuf après des années de couverture médiatique orientée? La question est au cœur des critiques adressées au traitement de l'affaire. La valeur de la vérité judiciaire est mise à mal lorsque la vérité médiatique semble déjà établie. Pour comprendre la rapidité avec laquelle l'opinion s'est forgée, il faut regarder en arrière, vers une autre affaire qui a marqué la France, l'affaire Daval. En 2017, Jonathan Daval, en larmes, signale la disparition de sa femme Alexia lors d'un jogging. Il émeut la France entière avant d'avouer, des mois plus tard, l'avoir étranglée. Ce drame a créé un schéma narratif puissant dans l'inconscient collectif. Celui du mari éploré, qui est en réalité le meurtrier. Inconsciemment ou non, de nombreux observateurs ont plaqué ce calque Daval sur l'affaire Jubilard. Les similitudes apparentes, un mari qui signale la disparition, une femme sportive et appréciée, ont suffi à créer un parallèle. Maître Allary, l'un des avocats de Cédric, a maintes fois dénoncé ce raccourci, soulignant une différence fondamentale. Contrairement à Jonathan Daval, Cédric Jubilard n'a jamais pleuré devant les caméras. Il a toujours clamé son innocence.
Mais dans le tribunal de l'opinion publique, la nuance a peu de poids face à la force d'un récit préexistant. Le phénomène le plus marquant de cette ère numérique est l'implication massive du public. Des groupes Facebook, comptant des dizaines de milliers de membres, se sont créés pour résoudre l'affaire. Ces détectives de canapé épluchent les articles, analysent les cartes, émettent des théories. Si l'intention est souvent louable, le résultat est parfois désastreux. Ces forums deviennent des chambres d'écho, où la rumeur et la désinformation se propagent à la vitesse de la lumière, où des personnes innocentes peuvent être publiquement clouées au pilori. Un sociologue a décrit ce phénomène comme une parasitation du travail des enquêteurs et des journalistes. Le public ne se contente plus de consommer l'information, il veut y participer, quitte à brouiller les pistes et à compliquer la tâche des professionnels. Cette implication massive montre à quel point les cold cases et les énigmes criminelles fascinent, mais elle pose aussi la question de la frontière entre l'engagement citoyen et le voyeurisme numérique. L'affaire Jubilard arrive devant ses juges chargés du poids de ses propres contradictions. C'est un dossier sans corps, mais lourd de soupçons. Un dossier sans aveu, mais rempli de mots qui tuent. Un dossier sans preuves scientifiques irréfutables, mais tissé d'une multitude d'indices qui, mis bout à bout, forment une charge écrasante pour l'accusation. Le jury de la cour d'assises du Tarn sera confronté à une responsabilité immense. Devront-ils condamner un homme à la réclusion à perpétuité sur la base de leur seule intime conviction? Un faisceau d'indices, aussi dense soit-il, peut-il remplacer une preuve matérielle? Comment la justice peut-elle préserver son impartialité et les droits de la défense face à une pression médiatique et populaire aussi intense? Quelle que soit l'issue du procès, l'affaire Jubilard laissera une trace indélébile dans l'histoire judiciaire française. Elle est l'illustration poignante et inquiétante des tensions qui existent entre la preuve circonstancielle, la présomption d'innocence et le pouvoir sans précédent de l'opinion publique à l'ère numérique. C'est un conte moderne sur la quête de vérité, une quête où les faits se mêlent inextricablement au récit, où la justice doit se frayer un chemin dans un brouillard d'incertitude. L'histoire de Delphine Jubilard est loin d'être terminée. Le procès à venir sera un moment de vérité, non seulement pour Cédric Jubilard, mais pour notre société tout entière. Nous continuerons à suivre cette affaire pour vous, avec la distance et la précision qu'elle exige. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et de nos futurs documentaires sur les grandes énigmes criminelles, assurez-vous d'être abonné à Traces perdues et d'avoir activé toutes les notifications. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider à comprendre la complexité de cette affaire. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et à bientôt.